Voilà, alors comme vous avez pu ou dû l'entendre, nous avons démarré l'enregistrement puisque Madame Romet a gentiment accepté que cette session soit enregistrée, puisque voilà, au vu des emplois du temps chargés de pas mal de monde, voilà, certains n'ont pas la possibilité d'assister à cette séance. Je vous propose qu'on la démarre sans plus attendre. L'objectif de l'association Un G-Chef par le dispositif, c'est de promouvoir le concours et d'appuyer les candidats admissibles, le concours mais aussi l'examen professionnel. Et parmi les retours d'expérience importants qui nous semblaient pertinent de mettre en avant, il y a l'expérience d'un membre, voire d'une présidente de jury. Et donc, c'est à ce titre-là que nous avons sollicité Madame Romet, qui a très gentiment accepté notre proposition. Donc voilà, je ne vais pas intervenir davantage. Je vais vous laisser la parole, Madame Romet, peut-être pour peut-être commencer par présenter un peu votre parcours, ce qui vous a amené à être sollicité et à accepter la proposition de, du CNFPT de présider le jury du concours 2022. Et puis je sais pas, peut-être les grands enseignements, dirons-nous, que vous en avez tirés, et les conseils ou éléments de réflexion que vous souhaitez fournir aux candidates et aux candidats de cette session 2023. J'y vais? Allez-y. Super. Merci de l'invitation et puis bonsoir à toutes et à tous d'être présents et à mon écoute. J'espère que ce petit échange vous sera très utile pour la suite. Et donc, ce que je vous propose, c'est effectivement de vous faire un petit retour à partir du rapport général du président, de la présidente, en l'occurrence du jury que je suis, un petit retour général et puis peut-être quelques zooms sur les trois épreuves. L'épreuve de mise en situation professionnelle collective, l'entretien avec le jury, avec la partie présentation, et puis la partie échange avec le jury, si ça vous convient. Et surtout, je crois qu'on en a convenu comme ça avec Monsieur Blin, n'hésitez vraiment pas à me nourrir de vos questions, puisque en fait, c'est un peu moi qui suis à votre service ce soir. Et vraiment, si j'oublie des choses ou s'il y a des questions, même y compris des questions qui vous semblent saugrenues, qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à les poser, c'est le moment de le faire. Voilà. Alors, donc moi, je suis Séverine Romet, je suis aujourd'hui directrice générale des services de l'établissement public Est Ensemble, qui est une intercommunalité de la métropole du Grand Paris, donc avec un statut un peu singulier d'intercommunalité, donc intercommunalité qui regroupe 9 communes, 430 000 habitants, 1400 agents et des compétences qui sont relativement anciennes, puisque dans le paysage de l'intercommunalité en Île-de-France, c'est une des intercommunalités les plus anciennes. Je suis à ce poste depuis le changement de président, à savoir depuis 3 ans maintenant, puisque je suis arrivée au mois d'octobre 2020 à l'issue du changement de président Est Ensemble, le président actuel étant Patrice Bessac, maire de Montreuil. Ça faisait une quinzaine d'années que j'étais en direction générale auparavant, dans des communes essentiellement, et puis avec un passage en cabinet ministériel dans un statut un peu particulier de mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris, donc de 2014 à 2016. Rattaché au Premier ministre, donc sur cet objet administratif non identifié qu'est la métropole du Grand Paris, dans laquelle j'ai passé quelques années aussi sur à la fois un travail d'accompagnement des communes et des intercommunalités dans le nouveau paysage de l'intercommunalité en Île-de-France, et puis aussi sur des sujets comme l'innovation, les relations institutionnelles, enfin voilà, tout un tas de sujets un peu particuliers rattachés aux directions générales. Je suis passée par l'épreuve du concours.
Ah, je pense qu'on n'entend plus rien là. J'ai peur qu'il y ait une coupure, on ne voit plus Madame Romé, on ne l'entend plus. J'espère que c'est provisoire. Ah. Je pense qu'elle a été déconnectée. Vous m'avez retrouvé? Oui. Alors, vous ne me voyez plus. Où suis-je? Voilà. C'est un mauvais candidat qui a dû me déconnecter. Voilà, donc je disais que j'étais passée par l'épreuve du concours il y a quelques années. C'était le concours ancienne formule, mais je suis passée par cette épreuve de concours. Donc, je sais que vous êtes particulièrement bien préparés. Je sais aussi tout l'investissement qui est le vôtre dans ce concours. Et je vous le dis parce que j'ai eu un temps d'échange avec le jury qui va être le vôtre dans quelques jours, quelques semaines maintenant. Le jury le sait aussi, sait que c'est un gros investissement pour les candidates et les candidats. C'est que c'est un moment de stress particulier. A priori, on est à peu près tous passés par là à un moment de notre vie de fonctionnaire. Et donc, il vous accueille avec ce sérieux et cette considération pour votre préparation et pour le travail que vous avez fourni. C'est important que vous sachiez ça parce que, en tout cas, moi, c'est là-dessus que j'ai échangé avec le président du jury actuel et l'ensemble des membres du jury. On n'est pas dans un jury universitaire, on est dans un jury de professionnels et on sait qu'on a en face de nous nos futurs collaborateurs, collaboratrices ou nos futurs homologues. Et ça donne pas tout à fait la même tonalité qu'un jury universitaire où il peut y avoir les maîtres d'un côté et les élèves de l'autre. On n'est pas dans ce type de rapport entre les candidats et le jury. Et ayez ça à l'esprit et ayez à l'esprit aussi que, a priori, le jury, même s'il vous met sur le grill, il sera de toute façon plutôt bienveillant puisque, encore une fois, l'idée, c'est de recruter des futures personnes avec qui on a envie de travailler. Ça, c'est important que vous l'ayez en tête et peut-être que ça peut vous aider aussi à vous présenter et à structurer votre propos. Ce que je voulais vous dire aussi d'une manière un peu générale sur cette épreuve qui va être la vôtre, c'est que assez rapidement, on se met d'accord et le jury est aussi dans le jury de cette année est aussi dans cet état d'esprit sur le fait que cet entretien ne va pas nous servir à évaluer vos compétences purement techniques. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de questions techniques, il y en aura forcément, mais on ne va pas vous demander le détail d'une loi ou de démonter un projet technique de manière précise. On considère que vous avez déjà passé les épreuves écrites et que c'est dans ces épreuves écrites que finalement on est allé chercher très loin vos compétences techniques purement liées au métier d'ingénieur selon l'option que vous avez passée. Et donc l'entretien avec le jury, il se situe ailleurs dans le processus d'intégration de l'INET. C'est pas non plus un entretien de recrutement, encore que quand même on va aller chercher en tant que membre du jury à constituer une promotion. Donc, quelque part, oui, il y a une partie d'entretien de recrutement. Et donc, il faut en permanence avoir ça en tête. On sait que vous êtes des candidates et des candidats qui ont un corpus technique et un corpus technique fort, puisque il a été évalué au moment des épreuves techniques. Et donc, on va venir vous chercher plus sur des questions d'actualité. Alors, ça peut être des questions d'actualité technique, des questions d'actualité législative, des questions qui vont être liées à la connaissance institutionnelle, à la connaissance des institutions et connaissance de la fonction publique.
et des connaissances sur le corps des ingénieurs et ce qui est attendu des ingénieurs en chef particulièrement. Donc, il y aura des questions qui vont être des questions de connaissances, mais ça sert plus à vous tester sur une actualité, sur votre curiosité, que finalement à vous entendre faire tout un exposé sur tel ou tel sujet. Attention précisément à la manière dont vous répondez. Ne vous laissez pas embarquer dans des réponses trop longues, parce que ce que le jury va chercher à tester, c'est votre capacité à avoir une vision large et des connaissances larges sur tout un tas de sujets. Donc, si vous partez de manière trop longue dans un exposé trop précis, d'abord dans la tension du moment, vous risquez de vous y perdre, et puis vous risquez aussi de perdre le jury. Et donc, attention à avoir des réponses claires, des réponses précises. Parfois à dire qu'il nous est arrivé de retenir des candidats qui nous disaient qu'ils ne savaient pas. Il est parfois plus appréciable d'avoir un candidat ou une candidate qui dit « je ne sais pas, mais je sais où aller chercher les compétences, les connaissances ou les avis des uns et des autres dans ma collectivité ou dans une collectivité », plutôt que des candidats qui font semblant de maîtriser le sujet et puis qui s'étalent et qui partent, qui sont à côté de la plaque. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à dire aussi que ce n'est pas forcément votre sujet de prédilection, que pour autant vous y êtes intéressé ou que vous savez où aller chercher les éléments de réponse de manière importante. Vous pouvez aussi être confronté dans la partie entretien avec le jury à des propositions d'études de cas. Qui sont plutôt sur l'aspect management, donc, ou sur l'aspect relation avec des élus. Donc là, on va venir vous chercher sur votre capacité à gérer des équipes, votre capacité à gérer des situations de tension, que ce soit des tensions avec des équipes ou des tensions avec les élus, votre capacité à prendre de la hauteur, votre capacité à gérer des organisations complexes, à travailler avec des collègues qui ont un autre profil et donc à travailler en transversalité. Ben voilà, tous ces sujets qui peuvent être évalués à partir d'une étude de cas. Le conseil que je peux vous donner aussi, c'est de ne pas hésiter dans cette partie entretien avec le jury à donner votre avis. Quand on recrute des ingé-chefs et quand vous aurez passé l'épreuve de l'oral, vous allez rentrer en scolarité et vous sortirez comme ingénieur en chef, on recrute des cadres qui sont en capacité d'être dans l'aide à la décision en direction des élus, l'aide à la décision en direction des directions générales. Et donc, nous, ce qui nous intéresse en tant que membre du jury et dans une future collaboration, c'est d'avoir des candidats et des candidates qui sont en mesure de donner un avis. Alors, pas une discussion de café du commerce, un avis étayé, un avis étayé avec des compétences techniques, avec des compétences administratives, mais il ne faut pas hésiter à ne pas être totalement lisse et sans aspérité, mais à donner un avis. Alors après, en fonction de la discussion, et il y a notamment des élus dans le jury, vous pouvez aussi dire que vous êtes dans l'aide à la décision et que ce n'est pas à vous de prendre la décision, mais bien à la direction générale et aux élus, et que donc dans la mesure où ce n'est pas votre solution qui a été choisie, vous êtes aussi en capacité de mettre en œuvre ce qui aura été décidé par l'élu ou par la direction générale. Mais encore une fois, n'hésitez pas à ne pas être complètement lisse tout au long de l'épreuve, que ce soit d'ailleurs au moment de l'entretien comme au moment de l'épreuve de mise en situation professionnelle collective.
Peut-être dernier élément dans le propos un peu général sur cette épreuve orale, la question de la place du psychologue. Alors, c'est le même cette année que celui de l'année dernière. L'apport du psychologue aux membres du jury. D'abord, le psychologue est un membre du jury, donc il va vous poser des questions qui ne sont pas non plus des questions pièges. Pour le connaître et avoir travaillé avec lui, ce n'est pas quelqu'un qui va chercher à vous piéger. Et son apport va être un apport qui va venir éclairer la décision du jury. Donc, il va vous juger sur votre manière d'être, sur votre manière de vous présenter, sur d'éventuelles contradictions dans votre exposé, et puis sur votre manière finalement de répondre à ces questions, puisque il vous posera des questions au même titre que d'autres membres du jury. Peut-être pour terminer sur ces propos un peu généraux, ce que j'ai dit aux membres du jury de cette année, qui me semble être un bon conseil, et ce qui fait l'intérêt finalement de cette formation en jury, c'est qu'on a des personnalités qui sont très diverses autour de la table. Je vous invite d'ailleurs à faire un peu de recherche pour savoir qui est qui, puisque vous avez la liste des membres du jury. Alors, à la fois, faites une recherche pour savoir qui est qui a telle ou telle sensibilité technique, tel ou tel centre d'intérêt. Maintenant, c'est assez facile d'aller voir sur les réseaux qui a fait quoi. Mais ne vous laissez pas enfermer là-dedans, puisque assez rapidement, au bout d'un moment, les questions, même si les questions reviennent, elles ne reviennent pas de la même manière et elles ne reviennent pas de la même personne. Ça, c'est un jeu propre au jury qui fait que à un moment donné ou à un autre, on va identifier quelques questions qui sont des questions importantes pour les candidates et les candidats. Et ces questions-là ne vont pas être systématiquement posées par le même membre du jury, parce que n'est pas complètement dupe. On sait que quand vous sortez de l'oral, vous allez échanger entre vous, vous allez dire tiens, Séverine Romé, elle a posé telle ou telle question, tiens, monsieur machin, il a posé telle ou telle question. Donc ces questions-là, si elles nous semblent intéressantes, si elles semblent intéressantes au jury, on les fait tourner pour de toute façon toujours avoir un petit temps de surprise, un petit temps de surprise de la part des candidats. Et moi, le conseil que j'ai donné au jury pour éventuellement trancher sur telle ou telle candidate ou tel candidat, et qui s'appuie sur la diversité finalement des profils qui sont autour de la table, c'est quand on avait des discussions un peu vives parfois sur tel ou tel candidat, la question qui nous permettait de savoir si on mettait une note qui pouvait permettre au candidat de passer d'un côté ou de l'autre. Alors, sachant que, bien évidemment, il y a les notes de l'écrit sur lequel on n'a pas de visibilité, mais on sait très bien, quand on met une note moyenne, que le candidat peut passer ou pas, ou quand on met une très bonne note, on sait très bien qu'on le fait pencher plutôt d'un côté que de l'autre, et inversement. La question qu'on se posait, c'est est-ce que autour de la table, il y en a au moins un qui est demain capable d'embaucher telle ou telle personne. Et s'il y en avait un qui répondait oui, à ce moment-là, on donnait une note au candidat qui lui permettait de éventuellement faire valoir sa chance. Pour moi, c'était important d'avoir cette espèce de question juge de paix, parce que finalement, ceux que je recrute moi, les ingénieurs que je recrute moi, ne sont pas les mêmes que ceux ou celles que mon collègue va recruter. Et finalement, ça laisse de la chance à tous les profils. Et c'est important de garder cette diversité dans les futurs professionnels cadre A+, que vous êtes probablement derrière vos écrans. Voilà, ça c'était un peu les propos généraux dont je voulais vous faire part. Peut-être
très rapidement, et puis après, si vous voulez, je répondrai avec grand plaisir à vos questions. Quelques éléments sur les différentes épreuves. D'abord, l'épreuve de mise en situation collective, c'est une épreuve qui est régulièrement décriée par les candidats comme par les jurys. Pour autant, c'est une épreuve qui est très intéressante. D'abord, c'est une épreuve, donc il faut s'y coller. Et puis, c'est une épreuve qui est intéressante parce que finalement, encore une fois, on ne va pas venir chercher votre connaissance technique de tel ou tel sujet. Et vous pouvez tomber sur un sujet auquel vous ne connaissez rien, et ce n'est pas pour autant que vous allez planter votre épreuve. Et à contrario, tomber sur une épreuve où, je ne sais pas moi, vous êtes directeur des systèmes d'informatique et vous tombez sur une épreuve où vous avez le rôle de directeur des systèmes d'informatique, ça peut être un piège. Parce que ça peut vous mettre dans une situation qui est une situation pseudo-confortable qui fait que vous pouvez passer éventuellement à côté de l'épreuve. Donc, ce n'est pas encore une fois la compétence technique qu'on va venir chercher, c'est la capacité à travailler en équipe, la capacité à comprendre très rapidement quels sont les enjeux qui sont liés à la situation qu'on vous propose. Et à ce propos, je vous invite à faire extrêmement attention au positionnement qui sera le vôtre, en tout cas le chevalet qui sera le vôtre, puisque maintenant, ça sera donc la deuxième année, la deuxième fois, il est possible d'introduire dans les situations de mise en situation collective des petites subtilités qui font que peut-être l'un d'entre vous va se retrouver le supérieur hiérarchique des autres autour de la table. Ou en tout cas en situation hiérarchique supérieure, où, par exemple, il peut y avoir des directeurs et un DGA. Et donc ça, c'est important de bien l'identifier parce qu'on n'a pas le même positionnement dans une réunion quand on est DGA que quand on est directeur. De la même manière, moi je me souviens d'une épreuve, d'une mise en situation collective où on avait introduit la notion d'intercommunalité. Tous les interlocuteurs autour de la table, tous les participants autour de la table étaient tous DGS. Il y en avait un qui était à l'interco, les autres étaient dans les villes. Et là aussi, ça introduit de la tension entre les acteurs, tension qui sera une tension réelle dans les situations professionnelles de la vraie vie et sur lesquelles il ne faut pas bugger. Je veux dire, il faut assumer. Alors ça, je ne connais pas les mises en situation collectives qui vous seront proposées, mais il faut pouvoir assumer qu'autour de la table, il y ait des collègues qui ont potentiellement des intérêts qui sont des intérêts pas toujours convergents. Ça peut être des intérêts divergents, des intérêts contradictoires. Et ça, il faut l'assumer. Et c'est la difficulté de la mise en situation collective. On sait que vous allez vous préparer, on le sait. On sait que vous vous connaissez, plus ou moins, mais on le sait aussi. Et attention à ce que l'exercice qui va consister à ne pas vous mettre en difficulté les uns les autres en vienne à totalement aplatir la mise en situation collective et vous fasse passer à côté d'une petite subtilité dans l'énoncé ou d'une petite subtilité dans le positionnement des uns et des autres. Prenez le temps de bien identifier qui vous êtes. Prenez le temps de faire une lecture collective du sujet. Vous avez une minute et demie pour bien identifier les différents enjeux avant de sauter à pieds joints dans la mise en situation collective. Et puis, peut-être pour terminer sur l'épreuve d'entretien. Alors, oui, non, pardon. Sur l'épreuve de mise en situation professionnelle collective, une fois qu'elle est terminée et que vous revenez devant le jury, il y a bien évidemment le temps de présentation. Et puis, il y a le temps de retour d'expérience de cette mise en situation collective.
Et là aussi, c'est presque là où c'est le plus important, parce que c'est là où on va venir vous chercher sur est-ce que vous avez été à la bonne place, est-ce que vous avez bien identifié les différents éléments de problématique, qu'est-ce que vous avez pensé des autres? Et il faut que vous soyez en mesure de dire ce que vous avez pensé de la prestation d'un tel ou d'un tel. Il y a une question qui a beaucoup dérangé les candidats, qu'on avait beaucoup de plaisir à poser en tant que membre du jury, c'est qui a été le meilleur? C'est toujours compliqué de répondre à ça, mais il faut s'attendre à ce type de questions. Et puis, donc, sur cette épreuve d'entretien avec le jury, s'agissant de votre présentation, nous avons un candidat qui est un petit peu enrhumé, une candidate qui est un peu enrhumée. Donc, s'agissant de votre présentation générale, là aussi, c'est extrêmement timé. Vous avez répété. En général, il y en a très peu qui dépassent. Et d'ailleurs, ceux qui dépassent, ils partent déjà avec un petit handicap. Mais essayez de travailler votre présentation de manière à ce que ça ne soit pas la stricte répétition. Pardon, la stricte répétition de votre CV. Votre CV va être présenté par un membre du jury aux autres. Les membres du jury auront travaillé. Il ne faut pas sous-estimer le fait que les membres du jury auront travaillé. Et essayez, au contraire, dans votre présentation, de mettre en avant ce qui a été vos éléments forts, la cohérence de votre parcours professionnel. Ne passez pas sous silence d'éventuelles difficultés, ça se voit. On sait lire des CV, on a l'habitude d'en lire assez régulièrement. Quand il y a des incohérences, quand il y a des difficultés, ça se voit de toute façon. Donc, de la même manière, les parcours professionnels ne sont pas toujours lisses. Il nous arrive à tous d'avoir des difficultés, des trous, des mauvais choix, peu importe. C'est constitutif de qui vous êtes, c'est constitutif de votre expérience, c'est ce qui va faire aussi votre richesse. Et donc, n'hésitez pas à ne pas forcément le mettre en avant, mais en tout cas, ne pas le passer sous silence. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Et encore une fois, je suis tout à fait disposée et disponible pour répondre à vos questions. Quelle qu'elle soit, et n'hésitez vraiment pas. Alors, l'exercice des questions est toujours délicat, surtout celui ou celle qui a l'honneur d'ouvrir le bal. Voilà, peut-être, je vous invite à poser vos questions, peut-être juste vous présenter, au-delà peut-être au-delà de vos noms et prénoms, peut-être mentionner si vous êtes candidat du concours interne ou externe, peut-être, ce qui peut peut-être éclairer une partie de la réponse. J'ai vu qu'il y avait une stricte parité entre les externes et les internes cette année. Tout à fait, tout à fait. À l'unité près. Il y a une question par écrit. Est-ce que les jurys ont le temps de nous googliser préalablement à notre passage? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. On prépare le jury. Alors, on le prépare d'abord parce que, comme vous êtes extrêmement bien préparés, il ne faut pas qu'on ait l'air ridicule. Donc, ça nous oblige à se replonger dans l'actualité, les textes de loi, voilà, pour préparer les questions. Ça va très très vite. Il y a des candidats. Je me souviens d'un candidat qui avait absolument réponse à tout, à qui on a dû poser une quarantaine de questions. Enfin, il nous avait épuisés avant la fin de l'entretien. Donc, pour produire autant de questions, il faut que les membres du jury travaillent aussi et se mettent à jour de leurs connaissances et de leur centre d'intérêt. Et s'agissant de la googlisation des candidats, en général, on se répartit la présentation des CV. Honnêtement, ça n'a pas tellement d'intérêt d'aller vous googliser. Je ne dis pas que ça ne sera pas fait, mais ça n'a pas tellement d'intérêt. On a vos dossiers.
le dossier que vous avez déposé pour la préparation du concours et ça suffit très largement. Est-ce que la lecture préalable des dossiers donne déjà un sentiment sur la qualité des candidats et des candidates? Les dossiers sont bons en général, ça vous savez faire. Ça ne donne pas de sentiment sur la qualité. Ça donne c'est un peu, enfin, je ne sais pas si vous avez, je ne sais pas si Félix est en situation de recruter des collaborateurs, mais finalement, c'est un peu la même chose que quand on lit un CV et qu'on est en train de recruter un futur collaborateur ou une future collaboratrice. Le CV en dit quand même un certain nombre de choses sur la capacité à se présenter, la capacité à faire œuvre de synthèse, à la capacité à se mettre en avant, à bien se mettre en avant et à mettre en avant ses qualités. Donc de ce point de vue-là, c'est déjà des éléments de compétence. Ça va pas au-delà. Ce que les membres du jury feront quand ils présenteront votre CV, ils vont pas refaire. D'abord, ils vont aller très très vite, parce qu'en général, c'est 2 ou 3 minutes pour présenter un candidat, donc ça va très très vite. Et donc, ils auront fait une lecture, ils vont faire une présentation rapide de votre CV, et ils vont aller chercher des choses un peu dissonantes, ou au contraire de la cohérence. Le fait que vous ayez beaucoup changé de collectivité ou pas beaucoup changé de collectivité, le fait que vous ayez une expérience ou que au contraire vous soyez tout fraîchement sorti d'école d'ingé, voilà. Donc ça va très très vite, mais il y a ce petit temps qui permet de mettre tout le monde à niveau. Faut-il que ce document soit vraiment très synthétique? L'exercice peut être difficile lorsqu'on a pu occuper des postes très polyvalents. C'est un CV. Donc, charge à vous de faire comme si... Enfin, voilà, il faut que ça ressemble à un CV et nous, on le présente comme un CV. On a eu plusieurs remontées de questions sur le degré de précision qui devait être intégré dans cette présentation. Alors là, vraiment, moi, je maintiens ma réponse. C'est un CV. C'est-à-dire que comme vous présenteriez un CV pour un employeur, si vous faites 4 pages, vous êtes à côté de la plaque. Si c'est 10 lignes, vous êtes aussi à côté de la plaque. Donc, il faut trouver un juste milieu et il faut trouver le moyen dans chacune de ces expériences de mettre en avant le petit élément de cohérence ou le petit élément de compétence qui va vous valoriser. Alors, en tant que ex-présidente du jury, que pensez-vous des candidats avec un parcours professionnel privé-public? J'en pense ni plus ni moins de bien ou de mal que d'autres candidats. Il nous est arrivé d'avoir, d'abord c'est de plus en plus courant, il faut le dire, qu'on ait des collègues qui aient eu à un moment donné ou à un autre un passage dans le privé, dans l'associatif, dans le parapublic. Dans ces cas-là, moi je pense que il faut que vous mettiez. D'abord, on est ravis de vous voir arriver parce que ça veut dire que vous vous êtes investi dans la préparation d'un concours et que vous vous êtes projeté dans le fait de rentrer dans la fonction publique territoriale. Donc pour des fonctionnaires, c'est toujours agréable de voir qu'il y a encore des gens qui ont envie de s'investir dans la fonction publique territoriale. Et à ce moment-là, dans la présentation de votre parcours, moi, ce que je vous conseillerais, c'est effectivement encore une fois, d'aller chercher quels sont les enseignements de votre parcours privé que vous pouvez décliner et que vous pouvez mettre au service de votre futur employeur comme ingénieur en chef. Qu'est-ce qui vous agace le plus ?
Qu'est-ce qui nous a le plus… Alors, chaque membre du jury va être agacé par quelque chose qui va être différent. Donc, vous avez forcément un petit risque d'agacer un membre du jury. C'est pour ça que c'est intéressant d'être plusieurs, parce que de la même manière que certains candidats vont enthousiasmer un membre du jury, d'autres candidats vont exaspérer d'autres membres du jury. Mais ça ne sera jamais les mêmes. Et donc, c'est ça qui est intéressant d'être plusieurs, parce que, et c'est ce que j'ai dit au jury cette année, je lui dis, vous verrez, c'est fatigant quand même, hein, parce que vous allez préparer les 45 minutes, mais le jury, il aura potentiellement 8 candidats fois 45 minutes dans la journée, donc c'est fatigant. Et forcément, dans les 15 jours, il y a un candidat ou une candidate qui va se présenter, qui va être l'archétype de celui ou de celle qu'on ne recrutera jamais parce qu'il vous exaspère. Eh ben, heureusement qu'on est plusieurs, parce que il y en aura toujours un pour sortir le pauvre candidat ou la pauvre candidate du marasme dans lequel il est enfoncé. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'être plusieurs, parce que ce qui va agacer l'un ne va pas forcément agacer l'autre. Après, ce qui va d'une manière générale un peu agacer, c'est les candidats ou les candidates qui vont chercher, comment je vais vous dire ça, à gérer le jury, et particulièrement à gérer les élus. C'est-à-dire que vous avez en face de vous des membres du jury qui sont élus, qui sont en direction générale, donc qui ont un haut niveau de responsabilité. Et donc, il faut les considérer comme tels. C'est-à-dire que quand l'élu ou les élus ou le membre de la direction générale vous pose une question ou vous fait une petite remarque, il faut le prendre en tant que tel. Potentiellement, c'est votre supérieur hiérarchique, ou potentiellement, c'est votre élu de référence. Donc, vous pouvez lui donner un avis, mais c'est quand même lui qui prendra la décision. Donc voilà, quand je dis gérer le jury, c'est un peu d'humilité ne nuit jamais au candidat. Justement, c'est ce que j'allais juste compléter sur ce point-là. Le président du jury 2021, lorsqu'il a fait le retour au candidat admis à INET, a clairement évoqué l'humilité. Lui, c'était vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur, et le manque d'humilité de certains candidats est quelque chose qui l'avait profondément marqué. Et c'est vraiment un élément sur lequel il avait Mais je connais bien Alain Cluzet, et je pense que c'est des choses qu'on partage tous les deux. Mais moi, je pense que c'est une grande qualité des fonctionnaires territoriaux d'être humble, puisque autant on est dans l'aide à la décision, autant c'est pas nous à la fin qui prenons la décision. Et donc ça se respecte au plus haut point, mais effectivement, je pense que c'est une grande qualité. Alors après, faut que vous m'aidiez sur le chat. Oui, parce que il y a deux questions que j'ai oubliées sur le dossier et l'oral. C'est la question de la façon de présenter des éléments qui seraient non professionnels. Par exemple, dans le milieu associatif, quelqu'un qui serait par ailleurs élu. Voilà. Est-ce que ça peut être évoqué? Et si oui, comment l'évoquer? Sachant que dans le dossier, effectivement, sur le dossier papier, il n'y a pas de rubrique extra-professionnelle d'expressément mentionnée. Alors, nous, ça nous est arrivé d'avoir d'ailleurs, il est en stage chez moi en ce moment, d'avoir des candidats qui avaient par ailleurs des mandats électifs. Et je pense que c'est important de le dire, parce que ça fait partie de qui vous êtes. Donc un mandat électif ou des responsabilités associatives, ça fait partie de qui vous êtes. Et ça, alors bien sûr qu'il faut le présenter dans le cadre de votre présentation, en mettant en avant, encore une fois, pourquoi vous l'avez fait et qu'est-ce que ça dit de vous.
Qu'est-ce que ça dit de vous d'avoir une responsabilité associative, d'être engagé chez les philatélistes de je sais pas quoi, ou qu'est-ce que ça dit de vous d'être adjoint aux finances d'un tout petit village des Cévennes? Oui, bien sûr, ça fait partie de qui vous êtes. Et encore une fois, vous n'êtes pas à l'abri que les membres du jury aient plus travaillé que nous et vous aient googlisé, et donc sachent des choses que vous n'auriez pas dit, et ça c'est un petit peu dommage. Voilà. Oui, donc moi je vous invite à le dire dans la mesure où ça n'est pas le cœur de votre présentation, puisque c'est pas le sujet, et que vous en servez pour mettre en avant quelque chose qui vous tient à cœur et qui va faire votre spécificité de futur cadre supérieur de la fonction publique territoriale. Peut-être juste un conseil, parce qu'on l'avait vécu l'année dernière sur des jurys blancs, si vous évoquez une dimension personnelle, il faut bien la maîtriser. Parce que on peut avoir des jurys qui s'amusent à vous questionner fortement, parce que ça peut être un domaine associatif qu'ils maîtrisent parfaitement. Et moi, ça m'est arrivé de coller un candidat qui s'était amusé à faire un rapport avec un sport qu'il ne maîtrisait pas du tout. Le hasard est tombé que je le maîtrisais. Et donc, on lui a dit que c'était très bien de faire des parallèles avec la vie personnelle, mais il faut être sur une dimension qui parle de vous réellement. Oui. Il ne faut pas vous inventer une passion pour un sujet X ou Y si vous ne la maîtrisez pas. Il faut vraiment que ça parle de vous et que ce soit constituant, je dirais, de votre personnalité ou de votre expérience. Oui, enfin, franchement, ça va avec l'humilité. Ne vous inventez pas des trucs qui ne sont pas dans votre vraie vie. Vos vies sont assez riches comme ça. Donc, ça ne sert à rien. Si on vous demande le dernier... On plaisantait avec les membres du jury. Des fois, on avait l'impression d'être un peu à l'élection de Miss France, c'est-à-dire que quel est le dernier livre que vous avez lu? Vous avez tous lu le super dernier livre qui est en tête de gondole de toutes les librairies très 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 chic, ou le dernier film qu'il faut avoir vu. Non, peut-être que. Et donc je réponds à Valérie qui me dit à quel moment est-ce qu'on a été agréablement surpris. Moi, ce qui m'a toujours. Alors d'abord, d'une manière générale, on a tous été agréablement surpris par le niveau de préparation, le niveau de connaissance. Donc ça, c'est parce que ça veut dire qu'il y a de l'investissement et il y a du sérieux. Et c'est agréable d'être pris au sérieux aussi en tant que membre du jury quand on voit les candidats qui se préparent. Mais ce qui nous a surpris ou fait sourire de temps en temps, c'est la spontanéité. Voilà, et à un moment donné, on avait posé la question au candidat quelle avait été sa dernière lecture et comment ça l'inspirait. Bon, il y en a un qui nous a dit je sais plus, La Reine des Neiges, parce que j'ai lu La Reine des Neiges à ma fille la veille au soir, quoi. Voilà. Bon, quelque part, des fois, ça fait retomber la pression. Et puis, c'est mieux que de dire j'ai toujours rêvé toute ma vie d'être Marie Curie ou je sais pas quoi, parce que faut bien sûr que ça soit... Voilà. En tout cas, si vous vous lancez dans une comparaison ou sur un sujet, soyez authentique, soyez vrai et maîtrisez-le. Mais si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vous le maîtrisez. Ne vous inventez pas des vies que vous n'avez pas. Alors, je vais remonter légèrement le fil des questions, puisqu'il y en a une qui n'a pas été traitée. Une question d'Adrien. Faut-il annoncer son projet professionnel post-INET? Si oui, comment? Notamment dans le cas de figure où on se projette sur des postes de directeur ou DGA à 5 ans ou à terme. Alors, ça peut être un peu délicat parce que vous vous présentez à un concours auquel vous n'êtes pas sûr d'être retenu. Donc, il faut à mon sens le manier avec précaution parce que faire ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'humilité, si vous vous projetez trop, ça peut être un peu délicat et en même temps, vous avez le droit d'avoir des projections et ça peut même être support à discussion avec le jury sur je me projette sur un poste de DGA ou sur un poste de directeur avec des grosses équipes, etc. Donc je pense qu'il faut le manier avec précaution et ça me permet de vous le dire parce que je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais je pense que c'est important. Soyez à l'écoute du jury. Donc, vous avez votre présentation, vous allez dérouler votre présentation et à partir du moment où
vous finissez votre présentation, c'est un entretien avec le jury. Donc, dans un entretien, il y a des questions, des réponses, il y a des réactions. Et au fur et à mesure que l'entretien va se dérouler, vous allez assez rapidement, comme nous, on cerne le candidat, vous allez cerner le jury. Et donc, servez-vous aussi de ce que vous percevez du jury. Si vous voyez que ce sujet peut être abordé assez facilement, n'hésitez pas à l'aborder. Enfin voilà, je pense qu'il faut être malléable aussi. C'est important quelque part de se conformer à ce que le jury attend de vous et ne pas hésiter à bien sûr vous arriver avec une manière de vous projeter et de faire, mais n'hésitez pas à vous adapter à ce que le jury vous demandera. Je pense que c'est important. Si vous arrivez, vous êtes sur vos rails et puis que vous déroulez le truc sans interaction avec le jury, c'est un petit peu dommage. Il y a une question complémentaire. Chloé Alexandre qui pose la question, est-il grave de ne pas encore savoir quel niveau de collectivité le candidat viserait? Non, non, c'est pas grave. N'est-il pas gênant que le jury sache précisément des collectivités d'où l'on vient? Ah, c'est pas tout à fait comme ça que j'avais compris la question. Non, c'est pas grave du tout, puisque de toute façon, c'est dans votre présentation. C'est pas un entretien anonyme. Donc non, c'est pas grave. Et puis faites confiance au jury pour que si il s'avérait que d'une manière ou d'une autre, il ait croisé votre parcours votre parcours ou votre collectivité, il se met en retrait. C'est arrivé. Hein, nous, on a eu un membre du jury qui avait travaillé avec un des candidats qui a été retenu. Ça a été annoncé et elle s'est mise en retrait sans aucune difficulté. Ça fait partie du jeu et ça fait partie des impératifs du jury. Mais par contre, pour rebondir sur la deuxième partie de la réflexion, c'est effectivement une différence majeure avec le concours d'ingénieur où là, effectivement, la règle veut effectivement que il y a une anonymisation en fait de la plupart des structures dans lesquelles on a travaillé ou à minima de la dernière, enfin celle pour lesquelles le candidat est actuellement en poste. Tout à fait. Alors, il y a une question qui a déjà presque été posée, mais je la repose quand même. Qu'est-ce qui est rédhibitoire pour vous? Mais, il faudrait poser la question de qu'est-ce qui est rédhibitoire pour l'ensemble du jury. Parce que, encore une fois, et c'est important de vous le redire, ce qui est rédhibitoire pour un membre du jury ne l'est pas forcément pour un autre. C'est pour ça que moi, en tant que présidente, je veillais à poser toujours la question, est-ce que autour de la table, il y en a un qui est prêt à tenter l'aventure en embauchant Madame Machin ou Monsieur Truc? Parce que moi, des candidats pour qui j'aurais pas mis un copec dans l'affaire et qui sont absolument rédhibitoires pour moi, j'en ai vu quelques-uns. Et ils feront probablement des très bons ingé-chefs dans d'autres collectivités avec d'autres élus. Après, ce qui est rédhibitoire pour le jury, c'est un candidat qui serait vraiment complètement à côté de la plaque, qui n'écouterait pas le jury, parce que même si vous vous plantez, et vous allez peut-être vous planter dans l'épreuve de mise en situation collective, vous allez peut-être bafouiller au moment de votre présentation. De toute façon, encore une fois, on est sur un jury qui va veiller à recruter ses futurs collaborateurs ou ses futurs pairs, et donc qui a priori est un jury qui n'est pas malveillant. Voilà. Donc on va peut-être vous permettre d'avoir une deuxième chance en disant, bon, attendez, respirez un bon coup et puis relancez-vous.
Voilà. Après, si vous perdez complètement vos moyens, que vous n'arrivez pas à aligner 3 mots, ou au contraire que vous vous noyez dans vos explications, même si elles sont très intéressantes, ça dit de vous que vous aurez du mal à vous maîtriser, ça dit de vous que vous aurez du mal à faire de la synthèse, et que du coup, peut-être vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à être un G-chef. C'est pas grave, hein. Y a des collègues qui sont rentrés cette année à l'INET qui ont passé 3 fois le concours d'un G-chef, et c'est la 4e où ils l'ont eu. Donc c'est pas parce qu'on rate une première fois, et j'ai vu que dans la liste il y en avait quelques-uns qui étaient passés l'année dernière. C'est pas parce qu'on rate une première fois qu'on n'aura pas la 2e ou la 3e. On a une question de Félix qui est assez intéressante. Est-il possible de poser des questions au jury? Alors, si j'essaye de me remettre un peu en arrière, les candidats n'ont pas trop le temps de poser des questions quand même, honnêtement. Ça y va fort, donc c'est quand même, il n'y a pas trop d'espace pour poser des questions. En revanche, s'il y a une question qui a été mal formulée ou une question auquel vous n'avez rien compris, vous pouvez demander à reformuler. Vous pouvez demander à repréciser. Ça, pour moi, c'est important. Plutôt que de partir bille en tête sur un sujet complètement, de se tromper ou de ne pas savoir, vous pouvez demander à reformuler la question. Ça, c'est tout à fait possible. Honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez, Monsieur Blin. Je pense qu'il n'y a pas d'espace pour poser des questions. Non, peut-être tout bêtement pour une question mathématique. C'est que le jury est très nombreux. C'est 9 personnes sur un temps qui finalement est limité. Il y a habituellement quand même une forme de recherche d'équilibre dans les prises de parole et dans les questions des membres du jury. Ce qui fait que si jamais on arrivait à avoir 3 questions par membre de jury, c'est déjà énorme, avec des mises en situation qui prennent un peu de temps à être expliquées et qui parfois peuvent laisser un peu de temps aux candidats pour répondre. Non, et à titre personnel, ça a été une de mes frustrations de l'oral, c'est qu'on aimerait avoir plus de dialogue en fait avec le jury, mais là pour le coup, on n'est pas dans un entretien de recrutement où il peut être souhaité, voire pertinent de poser des questions aux recruteurs. Là, malheureusement, non, c'est un peu court comme exercice, et ça le permet difficilement. Par contre, effectivement, en cas de questions ambiguës, faut essayer. Par contre, on peut avoir un jury qui joue sur l'ambiguïté, qui typiquement utilise un acronyme sans le développer pour tester la connaissance du candidat. Ça arrive, ça m'est arrivé, c'est un peu déstabilisant, mais ça fait partie Oui, bien sûr. Ça fait partie un peu des pièges sur des acronymes de loi ou des acronymes de fonds européens ou je ne sais pas quoi. Et là, pareil, il faut être en mesure de pouvoir développer les acronymes ou de dire, je ne sais pas, mais je sais où aller chercher l'information. Oui, bien sûr, ça peut faire partie des questions un peu pièges. Il y a une question sur est-ce qu'il est grave de ne jamais avoir dirigé d'équipe? Donc, non, pas du tout. Quand même, le concours d'un G-chef, ce qu'on constate, c'est que on a quand même peu de collègues qui sortent direct. Enfin, c'est pas la même chose que le concours d'administrateur. Et moi, je pense qu'il faut continuer à revendiquer le fait de ne pas être des clones des administrateurs. Enfin, voilà, ça fait partie des choses que moi je souhaite mettre en avant. Donc, il y a quand même pas mal d'entre vous qui ont déjà une petite expérience, voire une longue expérience. Mais néanmoins, le jury va aussi pouvoir aller chercher chez certains qui ont peut-être un petit peu moins d'expérience, voire qui sortent de manière très récente d'école d'ingé, des candidats à fort potentiel.
donc qui n'ont pas encore fait valoir ce potentiel dans leur carrière professionnelle, mais dont on sent que soit sur des fonctions d'expertise, soit dans leur manière de prendre du recul sur un certain nombre de choses, peuvent être des futurs cadres A+, de très bon niveau. Et ça, par exemple, ça peut se mesurer dans la partie retour d'expérience sur l'épreuve de mise en situation collective. Ça peut être pour vous qui n'avez pas d'expérience d'encadrement, ça peut être une manière de faire valoir une hauteur de point de vue ou un regard distancié et critique, que ça soit sur vous ou sur vos collègues, qui vous mettent en situation positive par rapport à ça. Peut-être un complément sur cette partie de l'entretien qui est le retour sur l'épreuve collective. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais de mon expérience, il y a cette partie commence bien sûr par le retour sur l'épreuve collective, mais elle a priori souvent naturellement tendance à glisser vers des questions de compréhension, je dirais, de mode de fonctionnement du candidat. On passe pas un quart d'heure sur vous avez dit, lui a dit ça. Non, c'est dans les faits, c'est le moteur entre guillemets de la discussion. Et derrière, le jury cherche à comprendre qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous énerve, qu'est-ce qui vous agace, qu'est-ce qui vous plaît, pour tester, je dirais, votre capacité à demain être un cadre A+, avoir les responsabilités qui vont avec. Et c'est vrai que les candidats qui viennent du concours externe avec pas ou peu d'expérience sont des gens qui sont de fait davantage jugés sur leur potentiel que sur leur réelle expérience. D'où le fait qu'effectivement, je rejoins parfaitement ce qui a été dit à l'instant, le fait de ne pas avoir managé n'est pas rédhibitoire. Sinon, ce serait une condition sine qua non pour présenter le concours. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, et ce d'autant plus que malheureusement, le retour critique sur la mise en situation collective est très très court. Enfin voilà, c'est malheureusement les candidats n'investissent pas beaucoup ce moment-là. Et d'ailleurs, je vous invite à l'investir et à réfléchir. Alors, c'est celui qui va passer tout de suite après la mise en situation collective, il aura peut-être un petit peu moins de temps que les autres. Mais pour le deuxième, le troisième, le quatrième, vous avez le temps de conscientiser, de revenir un peu sur votre mise en situation collective et de vous préparer sur le retour que vous allez faire, votre positionnement, le positionnement des autres, le fonctionnement du groupe, ce qu'il aurait fallu faire, ce à côté de quoi vous êtes passé, etc. Vraiment, investissez ce moment-là, parce que ce regard critique, il est important. Il est important et il dit beaucoup de choses de votre capacité à appréhender un problème, appréhender des jeux d'acteurs et à voir si vous vous êtes planté ou pas. C'est pas grave de se planter, voilà. Il vaut mieux dire bah oui, collectivement on s'est planté parce que on n'a pas compris la question, ou collectivement on s'est planté parce que on est parti on n'a pas pris le temps de relire l'exposé. Enfin voilà, mais c'est bien d'avoir ce regard critique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre encore Il y a une question justement sur la question de l'échec. Un candidat qui pose la question, est-ce qu'il faut dire qu'on a déjà raté l'oral? En fait, on le sait. Hein. Le jury le sait. En général, il a vu les candidats précédents. Enfin voilà, donc ça peut lui avoir échappé. Encore une fois, ça ne coûte rien si ça fait sens. Ça sert à rien de donner des informations. Il n'y a pas beaucoup de temps quand même, hein, donc il faut choisir les informations qu'on donne, et autant qu'on donne des informations qui non pas forcément des informations qui vous mettent en valeur, mais en tout cas des informations qui font sens. Y compris un échec peut vous mettre en valeur quelque part. Voilà. Donc si vous le dites,
tournez-le de manière à ce que le jury comprenne que, entre-temps, vous avez mûri, vous avez mis à profit cet échec pour travailler sur quelque chose. Donc, si vous avez déjà passé l'oral, normalement, vous avez eu un retour du président ou de la présidente du jury avec une petite note. Et croyez-moi, c'est pas facile de trouver des notes justes pour chacune et chacun. Mais ça fait partie du rôle du président du jury que de, quelque part, à travers cette note et les annotations, donner un conseil au candidat pour qu'il se représente et qu'il réussisse. Voilà. Donc, pourquoi ne pas le dire, enfin, pourquoi pas ne pas le dire, pourquoi pas le dire plutôt, mais à ce moment-là, positivez-le. Il y a une question sur l'harmonisation des notes. Y a-t-il une harmonisation des notes et des appréciations, justement, entre les premiers candidats et les derniers? Alors là, on rentre un peu dans la mécanique. Oui, c'est important que vous sachiez pour peut-être dédramatiser un certain nombre de choses. Normalement, donc le jury a travaillé, le jury s'est vu, le jury a préparé des questions. Et puis effectivement arrive le moment où il faut mettre des notes. C'est pas facile de mettre des notes. Alors les annotations, ce sont celles du président. Donc il les rédige en prenant en compte les avis des uns et des autres. Mais normalement, il y a une harmonisation de fait qui se fait puisque c'est le même ou la même qui tient la plume du début à la fin. Donc normalement, il s'harmonise et il se met d'accord avec lui-même en fonction de ce qu'il a récupéré de ses collègues. Sur les notes, moi, ce que j'ai conseillé au jury et ce qu'on a fait nous et qui a bien fonctionné, c'est que bien évidemment, le premier ou la première qui passe, quelque part, il va servir de